Les ordinateurs sont vraiment super pratiques. Ils sont capables de faire en quelques secondes des calculs qui nous prendraient des années. Mais le problème avec les ordinateurs, c'est qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. En d'autres termes, c'est à nous de choisir quel calcul faire pour obtenir la solution à un problème donné. Dans cette vidéo, je vais vous introduire certains concepts de la programmation. Je ferai en sorte que tout le monde comprenne, donc même si vous ne savez pas programmer, vous pourrez comprendre cette vidéo. Pour commencer, je vais vous présenter le problème d'exemple que l'on va utiliser dans cette vidéo. L'idée est assez simple. Vous allez vous déplacer à travers un ensemble de salles comme celle-ci. Il y a un certain nombre de lingots d'or au centre de chaque pièce. Vous pouvez ramasser tous les lingots d'or des salles à travers lesquelles vous passez. La seule règle de déplacement que vous devez respecter est que vous ne pouvez vous déplacer que dans les deux salles en dessous de celle dans laquelle vous vous trouvez. L'objectif du problème est, pour un ensemble de salles données, de trouver le chemin qui rapportera le plus de lingots d'or, et combien de lingots d'or on ramasserait en prenant ce chemin. Alors, avant même de commencer à résoudre le problème, il faut chercher quelles sont les informations qu'on possède et comment les stocker dans notre ordinateur. Un ordinateur ne peut stocker à la base que des 0 et des 1, donc il semble difficile de stocker des informations complexes sur un ordinateur à première vue. Mais en fait, on peut convertir n'importe quelle suite de 0 et de 1 en un nombre, et inversement. Prenez 234 par exemple. 234 s'écrit 2, 3, 4. Car il a 4 unités, 3 dizaines, ou paquets de 10, et 2 centaines, ou paquets de 10. On a donc 234 égale 2 fois 10 fois 10, plus 3 fois 10, plus 4. Eh bien, en fait, on peut faire la même chose avec des 0 et des 1, sauf que les paquets seront de 2 et pas de 10, vu que l'on n'a que 2 chiffres et pas 10 chiffres. Du coup, le nombre, par exemple, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, s'écrit ainsi, car il a 0 unités, 1 paquet de 2, 0 paquet de 2, c'est-à-dire 2 fois 2 égale 4, 1 paquet de 2 fois 2 fois 2, etc. À la fin, si on fait le calcul complet, on retrouve le nombre 234. Du coup, on peut déjà stocker des nombres dans notre ordinateur. Et puis ensuite, en faisant correspondre des nombres particuliers à des lettres, on peut stocker du texte. Ou en associant chaque nombre à la couleur d'un pixel, on peut créer une image. En fait, de cette manière, on peut représenter plus ou moins tout ce qui nous passe par la tête du moment qu'on se met d'accord sur une certaine manière d'encoder les informations. Donc, revenons-en à nos salles. On peut simplifier les salles comme un empilement de cases formant un triangle. Chaque case contiendra le nombre de lingots d'or contenus dans la salle correspondante. En programmation, ce genre de structure s'appelle un tableau, ou array en anglais. Ce tableau est en 2 dimensions, c'est-à-dire que ce tableau contient lui-même des tableaux. Dans ce cas, on a le tableau principal qui contient tous les étages, puis chaque étage est un tableau lui-même qui contient les salles. Souvent en programmation, quand on travaille avec des tableaux, on n'aime pas trop que les tableaux dans les tableaux aient des tailles différentes. Donc pour que tous les tableaux aient la même taille, on va rajouter des salles vides qui contiennent 0 lingots dans les endroits qui manquent. Pour récupérer le nombre de lingots stockés dans une salle, il suffit d'indiquer la coordonnée de la salle correspondante dans le tableau. D'ailleurs, il faut savoir qu'en programmation, on commence souvent à compter à partir de 0 et pas à partir de 1 comme on le fait normalement. Donc le premier élément d'un tableau est à la position 0 et non à la position 1. Ensuite, on sait qu'on ne peut se déplacer que dans les deux salles qui sont en dessous de nous. Et ça revient à dire que si on se trouve dans les salles aux coordonnées x, y, on ne pourra se rendre que dans les salles aux coordonnées x-1, y et x-1, y plus 1, avec la structure de tableau qu'on vient d'écrire. Bien sûr, si on décrit le tableau différemment, les coordonnées des salles dans lesquelles on peut aller ne sont pas forcément celles-ci. Pour encoder un itinéraire dans les salles, il suffit de prendre une suite de 0 et de 1, où 1 veut dire va à droite et 0 veut dire va à gauche. Si on prend le chemin 0, 1, 1 par exemple, on commence par prendre le premier caractère, 0, qui veut dire va à gauche. Le caractère suivant est 1, cela veut dire va à droite, on va donc aller à droite. Puis le caractère suivant va être encore 1, donc on se déplacera encore à droite. De cette manière, on peut encoder n'importe quel chemin en prenant une suite de 0 et de 1. Ok, maintenant qu'on sait comment stocker nos données, on peut passer à l'algorithme. Ce que l'on veut faire, c'est créer un programme qui prend en argument notre tableau de salle et les coordonnées de la salle dans laquelle on se trouve au départ, et qui donne en réponse le chemin qui permet de ramasser le plus de lingots et le nombre de lingots qu'on ramassera. Donc commençons avec la première méthode. Ce que l'on sait, c'est que si on part d'une certaine salle, on aura le choix entre aller à gauche et aller à droite. Or, si on avait la meilleure solution possible si on était dans la salle à droite et la meilleure solution possible si on était dans la salle à gauche, alors la solution de la salle dans laquelle on se trouve serait très facile à calculer. Il suffit juste de regarder le nombre de lingots qu'on aurait si on était allé à droite et le nombre de lingots qu'on aurait eu si on était allé à gauche et d'aller dans la direction qui nous aurait rapporté le plus de lingots.
Et il se trouve que l'on sait comment calculer cette solution. On a la méthode qu'on est en train d'écrire en ce moment même, qui va nous permettre de calculer cette solution. Donc oui, bon, ça paraît absurde à première vue, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va marcher. Donc voilà, on va calculer la meilleure solution si on va à droite et la meilleure solution si on va à gauche. Ce qu'on va demander à l'ordinateur, c'est que si la solution à droite rapporte plus de lingots d'or que la solution à gauche, alors il vaut mieux aller à droite. On renvoie comme chemin un 1, car on va à droite, suivi de toute la solution qui avait été trouvée dans le cas où on va à droite, et pour le nombre de lingots, on renvoie le nombre de lingots qui sera récupéré si on va à droite, plus le nombre de lingots qui se trouve dans la salle dans laquelle on est, puisque on va les prendre en plus de tout ce qu'on prendrait si on allait à droite. Dans le cas contraire, bien sûr, on fait la même chose, mais avec la solution de gauche. Alors bien sûr, si on laisse le code comme ça ne va pas marcher, parce qu'il va boucler à l'infini sur la première ligne, puisqu'il va sans cesse s'appeler. Pour éviter ça, il faut juste que l'on sache comment résoudre une version simplifiée du problème sur laquelle on est certain de retomber. Et il se trouve que l'on finira toujours par devoir résoudre une pyramide de 1 étage avec cette méthode. Et dans le cas d'une pyramide à 1 étage, la solution est évidente, étant donné qu'il n'y a aucun choix à faire, et qu'on va juste récupérer le nombre de lingots d'or de la salle dans laquelle on se trouve. Donc il suffit juste de vérifier au début du code si on est dans cette situation, et dans ce cas, on renvoie la solution évidente qu'on vient d'énoncer. Cet algorithme s'appelle un algorithme récursif, car il fait appel à son propre code dans son code. Mais cette implémentation n'est pas la plus efficace. En fait, si on fait un peu attention, on remarque que l'on recalcule plusieurs fois la même chose. Par exemple, on peut atteindre cette salle de 2 manières différentes, donc elle sera calculée 2 fois. Une fois pour le cas où on va à droite puis à gauche, et une fois pour le cas où on va à gauche puis à droite. Pour résoudre ce problème sans recalculer plusieurs fois les mêmes solutions, il faut résoudre la pyramide dans l'autre sens. Le premier étage, comme on l'a vu plus tôt, a une solution évidente, donc on peut placer les solutions dans le tableau. Maintenant qu'on a la solution du premier étage, on peut calculer la solution du second étage. Pour ça, on procède de la même manière que dans l'algorithme récursif, sauf que cette fois, on va piocher les solutions dans le tableau qu'on a calculé plutôt que de les recalculer une nouvelle fois. Ensuite, on continue à calculer les étages en remontant jusqu'à arriver à la salle que l'on voulait calculer à la base. De cette manière, on garantit que l'on calcule la solution de chaque salle une seule et unique fois. Donc voici le code qui sera utilisé pour appliquer cette méthode. Donc il est un peu plus complexe, et cette fois-ci on va faire des boucles, c'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois le même morceau de code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un nombre à 0, et tant que ce nombre sera plus petit que la coordonnée x, on va incrémenter ce nombre, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter 1. En fait, cette boucle, elle nous permet d'itérer à travers tous les étages. C'est ce que je viens de vous dire plus tôt, où on résolvait d'abord le premier étage, puis le deuxième, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir une seconde boucle qui va traverser toutes les salles. Donc cette fois-ci, on initialise une seconde variable à y, et on va incrémenter cette variable jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur y moins i. Alors, si on fait ça, c'est parce que on n'a pas besoin de calculer toutes les salles d'un étage pour résoudre la salle xy, on a juste besoin de résoudre un certain nombre de salles, donc on fait en sorte de résoudre le nombre minimal de salles, et ensuite, on fait exactement la même chose que dans l'algorithme récursif. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on va chercher dans un tableau les solutions qu'on a calculées, et on les stocke dans un tableau ensuite pour les garder en mémoire. Pour comparer l'efficacité de 2 programmes, on utilise un concept qui s'appelle la complexité. La complexité sert à mesurer le temps que devra mettre un algorithme pour résoudre un problème. En général, on ne s'intéresse pas au temps exact que ça va prendre, mais plutôt à la vitesse à laquelle le temps augmente quand on augmente la taille du problème. Pour que vous puissiez comprendre, essayons de calculer la complexité de nos 2 algorithmes pour les comparer. Au lieu de mesurer le temps que va mettre l'algorithme pour résoudre le problème, on va plutôt compter le nombre de fois qu'il devra exécuter une certaine opération élémentaire, comme une addition ou une multiplication. Dans notre cas, on va prendre le fait de comparer 2 valeurs comme opération élémentaire. Et la taille du problème correspondra au nombre d'étages de la pyramide à résoudre. Bon, je vous épargne les calculs qui permettent de conclure qu'il faut faire 2 puissance n-1 moins 1 opérations pour résoudre le problème avec la méthode récursive. La première chose qu'on peut faire pour simplifier ce résultat, c'est de se débarrasser du terme moins 1, car entre 1 million d'opérations et 1 million et une opération, il n'y a pas de grande différence. Ensuite, on peut aussi se dire que 2 fois 2 puissance n-1 augmente de la même manière que 2 puissance n-1. Il sera juste 2 fois plus grand. Et vu que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle le temps augmente, et pas le temps exact que ça va prendre,
on peut dire que le temps de calcul augmente à peu près de la même manière que 2 puissance n. Ça veut dire que si j'augmente n de 1, il me faudra 2 fois plus de temps pour résoudre le problème. Il s'agit d'une complexité exponentielle. Là encore, je vais vous épargner les calculs qui permettent de conclure qu'il faut faire n carré sur 2 plus n sur 2 moins une opération pour résoudre le problème avec la seconde méthode. Là encore, on peut enlever le terme moins 1, car cela n'aura pas beaucoup d'impact lorsque n deviendra très grand. Ensuite, on a deux termes qui tendent tous les deux vers l'infini. N et n carré tendent tous les deux vers l'infini. Cependant, n carré va vers l'infini tellement plus vite que n qu'on arrive à un point où n devient négligeable devant n carré. C'est-à-dire que n n'a quasiment plus d'importance dans l'équation n carré plus n. On peut donc également se débarrasser du terme n sur 2, puisque lui non plus n'a pas beaucoup d'importance dans l'état de l'équation aux alentours de l'infini. Il ne nous reste donc plus que n carré sur 2, qu'on peut transformer en n carré, comme on l'a fait pour la méthode récursive, et on se retrouve donc avec une complexité de n carré, ou complexité d'ordre 2. Ce que ça veut dire, c'est que si on multiplie par 2 la taille de n, le temps de calcul va lui être multiplié par 2 au carré, ou 4. On dirait que ça ne change pas grand chose à première vue, vu que dans les deux cas ça tend vers l'infini, mais en fait la différence est énorme. Mais pour illustrer, si on prenait par exemple une pyramide de 100 étages, j'ai mesuré que le processeur de mon ordinateur était capable de faire environ 1,250 milliard de comparaisons par seconde. Donc en utilisant la méthode 2, j'ai calculé qu'il devrait prendre environ 4 microsecondes pour calculer la solution. J'ai essayé de trouver quelque chose qui vous permette de vous représenter la durée de 4 microsecondes, mais j'ai rien trouvé qui soit vraiment intéressant. Donc vous pouvez plus ou moins vous dire que c'est instantané. Avec la méthode récursive qui a une difficulté exponentielle, ça nous demandera un peu plus de temps. Il nous faudra environ 16 000 milliards d'années, soit plus de 1000 fois l'âge de l'univers. Donc en gros, avec la méthode récursive, on risque pas d'avoir la solution. Et comme vous vous en doutez, on n'aime pas trop quand un algorithme a une complexité exponentielle en informatique. À vrai dire, il y a tout un ensemble de problèmes dont on a trouvé une solution à complexité exponentielle, mais dont on ne sait pas s'il existe une solution à complexité plus simple, comme une complexité polynomiale. Et cette question est jugée si importante que des gens sont prêts à donner $1 million à celui qui trouvera la réponse. Et voilà, donc si vous avez d'autres thèmes plus précis de la programmation que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine vidéo.